Est-ce que vous nous entendez tous? A priori, plutôt bien. Bon, déjà, merci à tous d'être là. Et puis, je remercie à tous nos intervenants qui sont ici pour cette session et ces 45 prochaines minutes, où effectivement, on va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous les cinq, parce qu'on travaille dans cette industrie-là, et de voir en fait quelles sont les corrélations et les synergies qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle effectivement le Web3 et les institutions culturelles ainsi que les musées. Donc dans un premier temps, pour vous dire, moi je m'appelle donc Cédric Roche, je suis responsable de l'adoption d'un protocole blockchain qui s'appelle Tezos. On rentrera en plus en détail par la suite là-dessus. Et j'ai à côté de moi Olivier Marian qui est fondateur de Arteia. J'ai Hélène Quitin qui est fondateur de Kero Project. J'ai Charles Baldé qui est responsable des sales côté Billy. Et enfin, j'ai Jodoin Mitrani qui est le cofondateur de Minted. D'ailleurs, ces quatre acteurs sont présents sur le stand Tezos à l'entrée du salon, donc vous n'hésiterez pas à l'issue de la conférence à pouvoir venir échanger avec eux. Donc le premier sujet, c'était peut-être faire un petit retour sur qu'est-ce que le Web3, parce qu'effectivement c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais c'est pas forcément facile à définir. Et avant qu'on rentre plus en détail sur ce que font chacun de nos intervenants, concrètement, le Web3, c'est la suite du Web2 et du Web1. Qu'est-ce que c'est le Web1? C'était plutôt quelque chose qui s'est démocratisé autour des années 2000. C'était le fait de pouvoir consulter, de pouvoir accéder à de la documentation, notamment sur Internet, c'est avec l'émergence d'Internet, de pouvoir consulter une page, tout simplement. Suite à ça, on a eu le Web2, autour des années 2010, avec l'essor des réseaux sociaux, des GAFAM notamment, et maintenant jusqu'au TikTok. Et depuis 3-4 ans, et depuis aussi l'avènement notamment de ce qu'on a appelé de ce qu'on appelle les NFT, on a eu l'essor du Web3 qui va permettre de détenir, d'échanger de la valeur de façon décentralisée. Ça permet l'émergence de nouveaux use cases dans des entreprises qui peuvent être concernées par ces sujets-là et dans des industries, typiquement comme la billetterie, Charles pourra nous en parler, au niveau des œuvres d'art numérique, au niveau des institutions culturelles, ça peut avoir en tout cas des éléments qui sont très intéressants. Et c'est quelque chose qui est complètement nouveau parce que l'utilisateur rentre vraiment au centre, rentre vraiment de nouveau au centre de l'attention. Et c'est ce qui avait été un peu mis de côté avec le Web2 notamment. Donc voilà un peu pour le contexte sur le Web3. Et ce qui serait intéressant, c'était de voir aussi donc avec nos intervenants quel est l'intérêt aussi pour l'expérience client au niveau des utilisateurs et au niveau de leur business. Comment ça permet d'impliquer davantage les utilisateurs et les visiteurs. Et toi, typiquement, Charles, au niveau de Billy, comment vous réinventez, vous révolutionnez l'expérience client avec Billy au travers de ça? Ouais, bonjour à tous, merci Cédric. Donc pour expliquer un peu ce que fait Billy, il y a deux problématiques aujourd'hui sur le marché de la billetterie qui sont la traçabilité et la transparence. Je pense que vous êtes familier avec ce qui s'est passé au Stade de France durant le match Liverpool-Madrid. Il y a eu également des articles en juillet l'année dernière qui ont relaté des faits de fraude au musée du Louvre où une douzaine de personnes ont été arrêtées parce qu'elles venaient récupérer les tickets après avoir été scannés pour les revendre sur une marketplace secondaire. Et puis, je pense que si je pose la question dans la salle, qui conserve aujourd'hui ces tickets de concert ou même de musée comme on pouvait le faire il y a quelques années, il y en a très peu qui vont lever la main parce qu'on reçoit généralement un PDF qui n'est absolument pas imprimable et qui a perdu toute valeur sentimentale et même en termes d'expérience. Donc, c'est en ça que Billy va apporter de la nouveauté, de la fraîcheur via le Web3. On utilise la technologie de la blockchain pour rendre traçable le ticket, s'assurer qu'il a bien été émis par un organisateur. Et on va rendre le côté artistique, créatif, au travers des NFT, qui sont simplement un fichier finalement dans un protocole qui est celui de la blockchain. Et nous, on va animer ce ticket NFT avant, pendant et après l'événement. Donc concrètement, Cédric, pour répondre à ta question, on a Billy Live qui est notre billetterie qui permet de couvrir tout type d'événements et également culturels, notamment pour des musées, des conférences, des expériences dans l'art. Et on va l'enrichir. C'est-à-dire que lorsque vous allez récupérer votre ticket, cette fois-ci, ça ne va pas être un PDF, mais ça va être une image animée. Ça peut être en 3D. Lorsque vous allez le prendre, il sera peut-être en noir et blanc ou alors statique. Et par une action qui va être le scan, il va prendre vie. Donc un peu comme un Pokémon, vous allez avoir une animation et vous allez voir révéler
le vrai ticket en couleur cette fois-ci et peut-être tomber sur une deuxième expérience qui s'appelle Billy Wonka. Je ne sais pas si vous avez la référence, Charlie et la chocolaterie, et donc peut-être toucher le golden ticket. Et c'est là que vont prendre vie après les autres offres de Billy, et notamment Billy Engage, qui permet de garder le lien avec la communauté. Et donc, post-visite de votre musée, de votre expérience, vous allez pouvoir garder à proximité les personnes qui sont venues à une ou plusieurs reprises et les remercier d'une certaine manière en leur proposant d'accéder à de nouveaux contenus. Ça peut être du contenu vidéo, du contenu audio, peut-être d'autres NFT, et finalement animer autrement que par les réseaux sociaux ou par mail, qui sont aujourd'hui un peu délaissés comme méthode de communication, tous vos visiteurs. Merci Charles. Et du coup, dans ce genre de cadre-là, effectivement, tu parlais des différents styles de récompenses que vous pouvez distribuer à l'issue des expériences que les gens peuvent avoir accès grâce à Billy. Comment ça se passe au niveau de l'interface? Parce que c'est pas forcément facile, effectivement, de pouvoir interagir avec ce qu'on appelle le Web3, la blockchain. Comment vous arrivez à faciliter ça à l'heure actuelle? Ouais, très bonne question. À partir du moment où on parle de blockchain, on n'a plus une identité physique, mais une identité numérique qui est donnée par le wallet. C'est là que vous allez recevoir vos tickets NFT. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de cas d'usage qui permettent d'accéder à cet univers, mais qui nécessitent d'avoir le wallet, qui lui est très compliqué à obtenir. Et chez Billy, la particularité, c'est qu'on adresse des personnes qui sont de 16 à 65 ans et plus, donc qui avaient besoin d'enlever toute friction. Et aujourd'hui, lorsque vous allez sur Billy Marketplace pour participer à un ou plusieurs événements, je vous invite à faire l'expérience, vous pouvez soit vous connecter à partir de votre wallet, soit à partir d'un simple mail, et dans ce cas-là, on vous associe un wallet. Mais vous n'avez même pas l'impression de rentrer dans un univers qui est en réalité beaucoup plus complexe que ça, la blockchain, hein, on parle d'un nouveau protocole, et vous pouvez consommer vos événements, que ce soit en euros, ça c'est important, de pas seulement ouvrir ce marché aux early adopters des crypto-actifs, mais aussi de rendre l'univers du Web 2 compatible via le paiement, ce qu'on appelle en fiat, en euros. Voilà. Oui, effectivement, il y a un vrai sujet pour d'acculturation et d'adoption, mais aussi de vraiment faciliter les usages de ces technologies blockchain par le biais d'applications comme vous déployez avec Billy. Et notamment sur ce sujet-là, côté Kérou, toi Hélène, comment vous déployez ça et comment vous faites en sorte effectivement pour que les expériences au niveau des visiteurs qui se rendent dans des musées ou dans d'autres types d'institutions culturelles ou même dans des lieux de visite, qu'est-ce que vous faites exactement avec Kérou et comment vous le mettez en place? Oui, donc ravi d'être ici. Kérou, qu'est-ce que c'est? On permet aux visiteurs de sites culturels et touristiques de pouvoir obtenir en fin de visite, et seulement sur place, c'est vraiment très important pour nous, seulement sur place, donc un souvenir numérique créé sous forme de NFT. Après voilà, comme Billy, on cache tout le côté technique. Pour nous, la technologie blockchain, c'est vraiment un moyen. Le Kérou, c'est un cas d'application de cette technologie-là pour le tourisme. Et le visiteur donc obtient seulement sur place son Kérou souvenir qu'il peut partager en réalité augmentée. Ce souvenir est à l'effigie du lieu. Et là, ce qu'on va mettre en place, c'est un système d'art génératif où chaque visiteur aura vraiment un souvenir unique. C'est toujours différent de chaque visiteur. Et pour nous, c'est vraiment un moyen pour engager nos visiteurs, parce qu'on veut également être une source de financement pour nos partenaires. On verse une partie de nos bénéfices automatiquement à nos partenaires. Et voilà, c'est un moyen pour engager les visiteurs, parce qu'à l'heure actuelle, quand on visite un site culturel touristique, l'expérience se termine à la fin de notre visite, et pas de continuité. Donc voilà, Kérou a pour objectif de créer du lien, et toujours d'une manière très très simple. Est-ce qu'il y a une vocation, comme Charles le disait, du côté de Billy, effectivement, de post-expérience de pouvoir fidéliser et d'engager davantage? Est-ce que du coup, il y a des moyens, des activations qui sont mises en place ou qui sont développées pour certaines institutions pour faire en sorte effectivement de pouvoir attirer et fidéliser en fait les visiteurs qui viennent dans leur lieu? Alors oui, tout à fait. Il y a deux choses. Nos partenaires peuvent proposer des avantages aux détenteurs de leurs souvenirs numériques, tels que pourquoi pas une réduction sur une future visite. Mais ce que l'on veut mettre en place avec Kérou, ce que l'on ne fait pas à l'heure actuelle, c'est créer des synergies entre des lieux. Imaginons demain, je visite le château de Nantes et un autre site culturel. On peut le prouver. On a notre souvenir numérique, c'est basé sur la blockchain. Et bien pourquoi pas avoir une réduction sur un de nos autres partenaires, qui est par exemple dans le sud de la France. Donc c'est vraiment, voilà, on va en créer des liens entre des sites culturels, toujours dans l'intérêt du visiteur. Voilà. Ça, c'est un point très intéressant parce que là, on parle vraiment d'un use case qui est très facile à s'imaginer, mais la technologie blockchain peut être
très complexe à comprendre et à manier. Cependant, effectivement, elle permet de faciliter énormément les interactions et l'interopérabilité entre projets qui construisent dessus, tout simplement parce que c'est une plateforme, un protocole qui est open source, qui est public. On n'a pas besoin d'avoir d'autorisation pour pouvoir interagir avec, ce qui fait que en fait, différentes entreprises, différentes sociétés, différentes typologies d'organisation peuvent en fait interagir ensemble avec et peuvent créer en fait des synergies et avoir de fortes interopérabilités dans ce cadre-là. Donc en fait, c'est tout à fait une bonne réponse que peut apporter la blockchain dans ce cadre-là. Et on voit qu'il y a de plus en plus de collaborations en dehors du monde des institutions culturelles, mais dans le monde des marques, dans le monde du luxe, où effectivement, il y a des collaborations qui sont plus étroites entre certaines marques et la technologie au travers de la blockchain, et plus précisément des NFT, peut permettre ça. On a parlé des use cases à destination plutôt du B2C et de l'utilisateur final, mais aussi pour les utilisateurs, pour les institutions culturelles. De ton côté, toi Olivier, comment tu utilises le Web3 et la blockchain dans le cadre de tes activités d'authentification avec Arteia notamment? Alors, bonjour à tous. Nous, on essaie vraiment de cacher cette technologie. Donc, on essaye parce que ça fait peur aux gens. Donc là, on a parlé de NFT, de blockchain, de Web3. Je ne sais pas du tout dans notre audience si les gens sont intéressés par ça ou connaissent ça. En fait, l'idée, c'est la blockchain, c'est de la transparence et de la confiance. Donc c'est quoi? C'est dans notre utilisation, par exemple, nous, on l'utilise pas en termes de transaction, on l'utilise plus en termes de sauvegarde d'informations. Donc on a par exemple l'idée de une œuvre d'art qui sort d'une galerie. En général, quand j'achète dans une galerie, je vais sortir avec un tableau d'un côté, et puis dans la main droite, j'ai mon micro, je peux pas bouger, je vais avoir un papier qui est le certificat d'authenticité. Ce papier, je vais le perdre, je peux en faire un faux. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est on va digitaliser ce papier, on va le numériser et on va le mettre sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, c'est comme si on en mettait une copie dans un coffre-fort. Tout le monde peut à tout moment aller vérifier que la copie dans le coffre-fort est conforme à ce que j'ai en face de moi. Et surtout, la technologie spéciale qu'on a, nous, c'est qu'on est capable de lier ce fichier digital à l'objet grâce à une petite puce qu'on met sur l'objet et qui est impossible à falsifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour une boutique de musée, je vais préparer une édition limitée à valeur importante d'un tableau ou d'une sculpture, et je vais vouloir donner un petit peu de plus-value à cet objet en prouvant son authenticité. Et donc, je vais pouvoir mettre une puce sur cet objet et créer un certificat digital. Et en plus, donc, quand je vais scanner cette puce, c'est une petite puce qui ressemble à ce que vous avez dans vos cartes de crédit pour faire du paiement sans contact. Quand je vais scanner cette puce sur l'objet, je vais pouvoir vérifier que c'est bien un objet véritable, c'est bien l'édition 1 sur 100, par exemple, de l'objet. Et je vais avoir en plus un lien qui me ramène, par exemple, vers le musée ou vers la galerie ou vers la fondation pour avoir des informations sur la nouvelle exposition ou des choses comme ça. Et du coup, ce sujet d'authenticité, il est fondamental pour ces institutions-là. Comment, à l'heure actuelle, en fait, ils font pour pouvoir prouver l'authenticité d'une œuvre, et qu'est-ce que la blockchain apporte dans ce cas-là? Alors, la première partie de la question, si on parle des musées, c'est un gros sujet. Je veux pas me mettre à dos des gens dans les musées, mais c'est un gros problème parce que il y a quand même, comme dans le monde de l'art, il y a quand même pas mal de potentiel faux dans les stocks des musées, comme partout dans le monde de l'art. Donc, aujourd'hui, ils ont des systèmes d'inventaire, et puis de temps en temps, il faut aller vérifier un petit peu ça. Donc, clairement, la plupart du temps, c'est une technologie un peu ancienne. Donc, il y a des systèmes de base de données. Et la deuxième partie de ta question, excuse-moi, c'était dans ce cas-là, effectivement, quel est l'intérêt d'utiliser une technologie blockchain? Évidemment, donc c'est ce que je disais, c'est la transparence et la confiance. Donc, enfin, une fois qu'on a fait ce travail, on a l'idée de partager cette information et que tout le monde ait le même accès à la même information. Dans le marché de l'art, c'est un marché qui est très opaque et qui a des fortes inégalités. Donc on ne parle pas spécialement des musées, mais plus du marché de l'art globalement. Il y a des fortes inégalités entre les connaissances des gens sur les informations de tel ou tel tableau ou œuvre d'art. Et là, avec la blockchain, l'idée de créer un certificat digital et de publier ces informations sur la blockchain fait qu'il y a un sachant, un éditeur qui a décidé de dire, voilà, que ce soit une maison de vente, que ce soit un expert ou que ce soit un artiste vivant, il publie un certificat
ce certificat, il est consultable par tout le monde, pour toujours, avec une signature digitale, et tout le monde peut enfin savoir ce qui se passe. Merci. Toi, Jodan, du côté de Minted, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter la genèse du projet? Et effectivement, vu que c'était un outil qui avait vocation à pouvoir démocratiser la valorisation de l'art pour les créateurs, c'était quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Et maintenant, comment en fait tout ça se déploie? Oui, merci Cédric. Bonjour à tous. Moi, j'ai envie de vous parler de technologie. Alors, vous allez avoir très peur. Mais je ne vais pas vous parler de technologie d'aujourd'hui, je vais vous parler de technologie d'hier et probablement de ce qu'on appelait encore la technique. À la fin du 19e siècle, il y a des gens qui ont la bonne idée de mettre de la peinture dans des tubes en étain, qui va permettre en fait une chose extraordinaire, c'est que les peintres vont pouvoir sortir de leur atelier. La deuxième chose, c'est qu'à la même époque apparaît un moyen de transport merveilleux qui s'appelle le train. Et les peintres vont non seulement pouvoir sortir de leur atelier, mais ils vont pouvoir aller sur les côtes normandes en quelques heures. Et avec désormais un chevalet, quelques tubes de peinture et un moyen de transport qui les télétransporte, il faut imaginer à l'époque ce que ça représentait d'aller sur les côtes normandes en 1880, ils vont pouvoir peindre avec une urgence créative, avec une nécessité de capter la lumière extrêmement vite. Et donc, la technologie a permis de faire émerger un nouvel art qu'on a appelé, bien sûr, l'impressionnisme. Il se trouve que la technologie d'aujourd'hui permet de faire presque la même chose en donnant du pouvoir aux créateurs de sortir de leurs ateliers. Alors, il faut un petit peu se projeter, et l'histoire de l'art nous permet de le faire. La technique est au cœur de l'art, et l'art est une technique, et l'art est au service des créateurs. Nous, ce qu'on a voulu faire chez Minted, c'est qu'on s'est dit que la technologie blockchain était une technologie comme j'ai envie de dire mes collègues, parce qu'on travaille finalement tous dans la même chaîne de valeur, vous ont partagé l'idée que c'était un registre décentralisé que tout le monde peut avoir, que c'était plus de transparence, que c'était aussi probablement plus d'expérience, mais que pour les créateurs, c'était surtout plus de liberté de pouvoir s'emparer de leur propre destin de créateur et enfin distribuer leurs œuvres en s'affranchissant, permettez-moi de le dire, en s'affranchissant d'un certain nombre d'intermédiaires. Et les musées dans tout ça, les musées ont pour mission principale de valoriser la création des artistes parfois morts, mais ils doivent aussi faire rayonner la culture dans laquelle on vit aujourd'hui. Ils ont une mission que eux-mêmes appellent l'intermédiation, c'est-à-dire mettre en face des publics face à des œuvres, et que la blockchain est une intermédiation qui va permettre aux musées de rentrer dans un nouveau processus relationnel avec les créateurs, ceux qui sont parfaitement vivants. Il y a sur la planète pas loin de 350 millions de gens qui estiment être des créateurs. Certains trouveront que parmi ces créateurs, il n'y en a probablement que 10% qui sont des artistes. Et si nous donnions à ces artistes le pouvoir, grâce à une technologie assez vertueuse, de pouvoir distribuer leurs œuvres dans des plateformes, dans une plateforme avec de la liberté, de la transparence, et surtout qu'ils fassent quelque chose d'extraordinaire pour eux, c'est qu'ils captent de la valeur. Et n'oublions pas un phénomène extraordinaire des NFT. On peut ne pas aimer les NFT, ou on peut trouver les NFT, on peut penser que c'est une grande bulle. Il y a quelque chose de merveilleux dans les NFT, c'est qu'un artiste qui va vendre une œuvre une fois, ce qu'on appelle le marché primaire, va ensuite permettre à ce qu'un collectionneur rachète cette œuvre derrière, la revende à son tour, et l'artiste continuera à toucher de l'argent dans ce qu'on appelle le marché secondaire. Sans la blockchain et sans cette technologie qu'on utilise aujourd'hui, ça n'est pas possible de le faire. Donc la première chose que nous, on a voulu faire avec Minted, c'est donner du pouvoir aux artistes pour qu'ils puissent finalement utiliser ces technologies sans rien y comprendre, parce que notre objectif, c'est surtout pas d'en faire des experts de la science ou des technos, mais c'est d'en faire des artistes libres, éclairés, qui peuvent utiliser les outils de leur temps pour faire rayonner leur travail et pour nourrir leur création. Dernier exemple, il y a une plateforme extraordinaire qui tourne également sur Tezos, qui est donc la techno qu'on a visiblement tous choisie ici aujourd'hui, qui s'appelle FXH, et qui permet en fait à des artistes d'utiliser des algorithmes pour créer des œuvres. On appelle ça l'art génératif. Et ça apporte des opportunités créatives absolument merveilleuses. Et on rêve tous qu'un jour, dans les musées, dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être dans quelques années, mais on espère avant,
il y ait des artistes qui fassent de l'art génératif, qui fassent de l'art avec de l'intelligence artificielle, qui fassent de l'art qu'ils auront scanné, qu'ils auront processé grâce à des outils blockchain pour le montrer au plus grand nombre. Il se trouve que les jeunes poussent de moins en moins la porte des galeries, rentrent parfois de moins en moins dans les musées, sauf quand ce sont des scolaires. Pourquoi ? Parce que tout ça est extrêmement intimidant. Un musée, admirer une œuvre au Louvre, c'est pas quelque chose de si simple que ça. L'admirer sur son téléphone, c'est le début d'une expérience artistique. Donc quand on met les artistes d'un côté et les collectionneurs de l'autre, et qu'on leur permet en fait de se rencontrer au travers d'une plateforme qui utilise des technologies vertueuses, on arrive à faire quelque chose d'assez bien. C'est long, il faut de l'adoption, on va prendre des années à faire ce processus, mais aujourd'hui, aucun artiste ne pense à utiliser de la peinture autrement qu'en tube ou en pot. Ça a pris des années avant que ce soit installé, et on est dans ce chemin-là aujourd'hui avec Minted, et avec tout ce qu'on fait pour l'art et le Web3, et les musées, bien sûr, sont partie prenante de cette intermédiation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le type d'utilisateur de Minted, le type d'artistes qui utilisent la plateforme? On a de tout aujourd'hui. On a des artistes Web3, ce qu'on appelle des artistes Web3, ce sont des artistes qui ont commencé à manipuler les NFT, la blockchain, qui aiment ça, qui ont envie de découvrir, qui sont des explorateurs et qui traversent les continents créatifs pour découvrir de nouveaux outils. Sont les mêmes d'ailleurs qui, il y a 20 ans, ont commencé à utiliser Photoshop ou d'autres outils extraordinaires pour pouvoir créer, pendant que les autres disaient « Ah non, moi, analogique, analogique, analogique ». Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, ChatGPT et surtout Midjourney, qui permet en fait de faire des choses extraordinaires et nouvelles. Donc ce sont principalement ces artistes-là qui se lancent. Il y a aussi des artistes Web 2 qui ont du mal à comprendre ces révolutions, mais qui ont envie de découvrir. Et donc nous, il fallait qu'on fasse une plateforme qui soit suffisamment simple, parce que je vous défie de savoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'un smart contract qui tourne sous protocole FA2, n'est-ce pas, Cédric? Donc c'est des trucs super techniques. Et nous, on ne veut pas que cette techno en fait entrave la possibilité de création. Donc on a des artistes Web 2, des artistes Web 3, et j'ai envie de dire aussi des artistes qui n'ont pas de barrière, ne s'en fixent pas, expérimentent, essayent des choses, apprennent. Et on a un de nos artistes qu'on adore, qui est un photographe, et qui dit c'est comme la roulette russe, on essaye, ça marche pas, on invente, on expérimente, on est sa propre galerie, et puis on découvre des nouveaux collectionneurs, on invente un nouveau monde, et on crée différemment parce qu'on est dans une sorte de réactivité immédiate. Je fais une photo, je rentre au labo, je l'édite, je la mets sur des outils numériques, c'est ce que font tous les photographes. Et ensuite, je peux la mettre sur Minted et je peux découvrir immédiatement des collectionneurs qui vont l'acheter, qui vont l'aimer, qui vont la partager. Et ça, cette immédiateté, c'est le tube de peinture de 1880. On est dedans. Et du coup, je vais passer la parole à Charles sur un autre sujet qui est, effectivement, c'est des technologies qui sont émergentes, les technologies blockchain. Vous structurez des business qui sont basés sur ces protocoles-là à destination des services pour des institutions, pour des artistes, pour des personnes qui font de l'événementiel. Comment vous voyez la suite? Comment vous pouvez développer de nouveaux services? Comment ça va vous aider à développer de nouveaux services? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi vous avez fait le choix de Tezos ou d'une blockchain pour déployer vos projets? Je vais commencer par ta dernière question du coup. Pourquoi Tezos? Déjà, quand on parle de souveraineté numérique, je pense que c'est intéressant aussi de voir la souveraineté en termes de blockchain, puisque aujourd'hui on a des parties prenantes de grands groupes, notamment EDF au travers de sa filiale Exaion, qui sont partenaires. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez des validateurs qui sont caution entre guillemets de la transmission d'un bon message, par exemple entre moi et Cédric, qui vont détenir un morceau de cette information. Et donc pour hacker ce système, c'est très long, c'est très complexe, voire impossible aujourd'hui grâce à la blockchain. Et donc heureusement qu'on a des Français qui se sont mis un peu dans la boucle. Je pense à EDF, mais il y a aussi Deloitte et je crois récemment OnePoint aussi. Et donc ça, c'est premièrement la souveraineté numérique en termes de blockchain. Moi, ça me paraissait important et ça tenait à cœur de tous les fondateurs de Billy. La deuxième chose, c'est la partie purement positionnement dans l'art, dans la culture, la musique. Et puis, il y a un phénomène
qui faisait un peu le buzz il y a quelques mois, quelques années, qui est toujours dans l'esprit de certaines personnes, qui est OK, mais quel est le footprint? Quel est l'impact en termes impact écologique de la blockchain aujourd'hui? Et il se trouve que Tezos est l'une des moins énergivores. Je parlais de EDF, Exaion, et il se trouve que un certain nombre, je crois que c'est 95, hein, tu m'arrêtes, 95 ou 97% des serveurs qui tournent avec EDF sont de l'énergie renouvelable pure. Donc c'est toujours intéressant de voir que la blockchain aussi se met au green et que toute cette fiabilité, cette transparence est green. Donc ça, ce sont les deux raisons, à la fois la souveraineté et en même temps le positionnement et le côté purement green. Maintenant, où va aller Billy? Vers du mass adoption. Hein. Aujourd'hui, on ne couvre pas que des événements culturels, on fait aussi bien du privé pour des événements avec des grands groupes, des séminaires, etc. On fait du public, du semi-public, on fait du payant, du gratuit, du physique et aussi du digital. C'est-à-dire que votre ticket, qui est un accès pour un musée physique, peut demain donner lieu à un accès plutôt virtuel. On entend parler de métaverse, pourquoi pas de live streaming. Eh bien, cette clé que vous avez récupérée pour une expérience A peut donner lieu à d'autres expériences. Donc c'est la poursuite vers d'autres mondes, d'autres univers, et puis toujours développer les expériences pour les utilisateurs visuels dans un premier temps, et puis expérientiel de partage pour l'organisateur et qui puisse communiquer au mieux avec son audience au travers d'une belle page organisateur avec les événements à venir, passés et toujours plus de contenu disponible en partage auprès de leur communauté. Merci Charles. Effectivement, je vais reprendre juste un petit mot sur le point que tu as évoqué concernant la consommation énergétique. C'est vrai que ce sujet de la blockchain, en dehors même du Web3, ça a toujours été un sujet qui a été un peu tabou sur ce niveau-là, où effectivement on stipulait que, et c'est le cas, hein, la consommation de Bitcoin, elle est très importante. Après, il faut la comparer avec ce qui est comparable. Mais il y a d'autres protocoles, notamment Tezos, mais même depuis peu, un protocole comme Ethereum a modifié ses règles de fonctionnement pour être beaucoup moins énergivore. Et ce qui fait que maintenant, effectivement, on a des très grosses structures, on a des structures qui sont régulées, on a beaucoup de projets qui se développent sur ces infrastructures, ces protocoles blockchain-là, parce que ce sujet il y avait un sujet de green bashing autour des protocoles blockchain qui maintenant, en fait, est de plus en plus derrière nous, tout simplement parce que les blockchains sont de moins en moins énergivores et une blockchain comme Tezos, que nos 4 intervenants utilisent dans le cadre de leur projet, est très peu consommatrice en énergie. Et donc c'est un point qui est important à avoir en tête parce que c'est souvent un des premiers points où les gens veulent utiliser ces technologies-là, mais ils sont rebutés parce que c'est des sujets au niveau de la consommation énergétique qui sont très importants. Et du côté de Kero, effectivement, c'est assez important. Comment on se positionne pour faire effectivement le choix d'une infrastructure Web3, une infrastructure blockchain? Comment ça se passe en fait, tout simplement? Alors, comment ça se passe? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Cédric qui est parti de Nomatics Lab, qui est l'agence de développement de Tezos en France. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes très proche, je pense, des projets qui construisent sur Tezos. Donc c'est tout d'abord pour ça, bien sûr, pour le côté écologique, c'est la blockchain la plus éco-responsable et aussi la blockchain réputée dans le domaine de l'art et de la culture. Donc c'est surtout pour ça qu'on a choisi de construire sur Tezos. Merci. Et toi, Olivier, comment, du côté d'Arteia, tu peux te positionner effectivement? Est-ce que c'est une technologie sur laquelle tu vas consolider des nouvelles expériences ou des nouvelles certifications? Comment tu vois l'évolution en fait de cette technologie-là dans le cadre de tes activités à l'heure actuelle? Vraiment, on part des besoins qu'on identifie et qu'on entend de la part de nos clients, qui sont, comme je disais, de la transparence et de la confiance, et la blockchain est super là-dessus. Donc, encore une fois, nous, on ne fait pas du transactionnel dessus, mais on se sert de la blockchain comme une espèce de coffre-fort pour garantir l'authenticité. Et donc, dans nos différents produits qu'on fait, gestion de collection, catalogue raisonné digitaux, viewing room et authentification physique d'objets physiques, tout ça, très rapidement, on a des besoins de transparence, de confiance, et on utilise la blockchain. Je voulais juste revenir, un des super trucs de NFT, en fait, en France, notamment, et un peu dans le monde, mais il y a le droit de suite qui existe pour les artistes, sauf que le droit de suite, il est dans un mode déclaratif. Donc en général, quand une œuvre est revendue dans une maison de vente, comme c'est public, la maison de vente va payer un droit de suite à l'artiste, qui est assez faible d'ailleurs en général. Mais typiquement, quand c'est une galerie ou dans du second marché de gré à gré, souvent la transaction n'est pas déclarée et l'artiste
ne touchent pas le droit de suite auquel ils pourraient prétendre. Et ce qui est très intéressant avec les NFT, c'est que c'est codé, c'est-à-dire qu'on passe dans un mode automatique. On est sur une plateforme, il y a une transaction et automatiquement, il y a une partie de la transaction qui est attribuée à l'artiste. C'est effectivement quelque chose de nouveau et qui fait plaisir aux artistes, évidemment, pour pouvoir vivre de leur art. Qui va mettre du temps à s'installer, mais c'est vrai que les premiers utilisateurs aujourd'hui ont compris ce droit de suite. Pour revenir sur ta question là, qui est intéressante, celle de la blockchain, du choix qu'on peut faire en tant que entrepreneur, de savoir si on va choisir une blockchain plutôt qu'une autre. Vous allez vous dire que décidément j'aime bien les analogies, mais en fait la blockchain est une langue, c'est un langage, et en fait chaque époque a des langues qu'on a envie de partager. À la fin du XVIe siècle, la grande langue que les gens ont envie de partager en Europe, c'est l'italien. Pourquoi ? Parce que c'est la langue de Léonard de Vinci, et c'est la langue que même François Ier apprend à parler à la cour de Fontainebleau. Ça veut dire que cette langue, en fait, elle va permettre en fait de faire rayonner des idées. Et la blockchain est une langue. Il existe plein de langues différentes aujourd'hui. C'est un peu la tour de Babel en matière de blockchain. Chacune de ces langues apporte des choses intéressantes. Si vous voulez conquérir le monde, c'est pratique de parler anglais. Si vous voulez conquérir le cœur des poètes et des femmes, peut-être que c'est mieux de parler italien. Et si vous voulez découvrir le Machu Picchu, parler espagnol. Donc on est obligé de faire des choix quand on fait un choix de langage, surtout quand on fait de la techno. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas trouver le moyen de parler plusieurs langues vivantes en l'occurrence, parfois même des langues mortes. Il y a des gens qui choisissent le latin, c'est merveilleux pour lire du Lucrèce, mais c'est difficile pour partager ça avec ses amis. Donc nous, on a choisi Tezos parce que c'est une langue qui est très vivante, c'est une langue qui est extrêmement ouverte, c'est une langue qui, d'un point de vue technologique, a une certaine forme de poésie. C'est une langue qui a été extrêmement bien pensée. Elle a à la fois cette sobriété, cette richesse quasiment d'une langue française, versus d'autres blockchains qui sont plus des blockchains de bourrin, mais qui sont intéressantes aussi. Donc nous, on a choisi aussi pour ça cette langue-là. Donc on a choisi l'italien du XVIe siècle pour partager cette langue. Et on n'est pas nombreux à parler italien dans le monde, mais c'est vachement plus cool pour visiter Venise. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Tezos. Voilà, pour la petite blague. Merci Jordan. Je pense que avec effectivement ce comparatif, ce serait difficile de pouvoir enchaîner sur d'autres sujets, parce que j'ai trouvé cette comparaison hyper intéressante. Et j'ai vu qu'on a encore un petit peu de temps, j'aurais plus tendance à savoir si y a des questions dans la salle sur ces sujets-là, parce que je pense que ça peut solliciter certaines interrogations. Alors peut-être la comparaison de Jodouin, ou en tout cas ce qu'on a pu évoquer au cours de nos échanges. Et du coup, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions à partager ou à nos intervenants. Parce que justement, on a fait le lien entre le physique et le digital en mettant une puce sur l'objet. Et donc, mettons un tableau, on va coller sur le tableau, au dos du tableau, une puce qui ne peut pas être détachée. Si on essaie de l'enlever, elle va se casser. Et cette puce est impossible à copier. Et quand on scanne cette puce donc c'est un petit autocollant, hein, c'est un autocollant de la taille d'une pièce de 50 centimes. C'est fin comme une feuille de papier. Ça dure 5 ans. C'est garanti 50 ans, ça résiste à l'humidité ou autre. Et donc on peut mettre ça sur des œuvres d'art, mais des sculptures, des bouteilles de vin, des objets de luxe, tout ce qu'on veut. Et quand on va scanner cette puce, on va accéder à son certificat d'authenticité. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, nous on n'est pas dans la transaction, donc on ne va pas mémoriser les différentes transactions éventuelles. Ce qu'on veut juste faire, c'est identifier l'objet et garantir que cet objet-là, c'est bien celui qui est décrit d'une certaine façon, a priori si possible, par l'artiste qui l'a créé ou par un sachant éventuellement qui est reconnu. On ne va pas résoudre tous les problèmes, et typiquement dans les musées, souvent ce sont des objets anciens, donc on ne va pas résoudre tous ces problèmes-là, mais on va essayer de faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus, les artistes pensent à cette problématique, comme les catalogues raisonnés. La plupart des artistes, ils n'ont pas pensé à leur catalogue raisonné, et c'est les artistes, après leur mort, des estates ou autres, qui ont fait les catalogues raisonnés. C'est important de sensibiliser dès aujourd'hui les artistes à faire un inventaire de ce qu'ils font, publier des catalogues raisonnés ou des monographies, ou en tout cas faire des bases très importantes, et si possible, authentifier leurs pièces dès le début
pour éviter tous les problèmes dans le futur. On a été super clair. Ouais, je suis agréablement étonné pour être tout à fait franc, mais tant mieux. Si tout le monde a compris l'ensemble des propos de nos invités, j'en suis ravi. C'était l'objectif déjà premier de cette intervention-là. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nous individuellement si vous avez d'autres questions. Il y a aussi un stand Tezos qui est à l'entrée du système auquel vous pouvez venir nous voir et partager vos questions. Et je tenais à tous vous remercier en tout cas pour votre disponibilité. Merci à toi. Merci à toi, Cédric. Merci à vous. Et à Tezos.